fond, que j'aime bien. Et puis je voulais aussi remercier toutes les équipes de l'Institut. Évidemment, j'ai cité Jean-Jacques, mais il y a Laura qui m'a beaucoup aidé pour que cette conférence, j'espère, soit un succès. Et puis tous ceux qu'on ne voit pas, qui travaillent des fois un peu dans l'ombre, qui font le design, qui font l'invitation, qui sont tous très professionnels d'ailleurs, Jean-Jacques, je voulais te le dire. Et aussi, j'en connais depuis bien plus longtemps que toi, parce que je les vois depuis 10 ans, 15 ans, et ils ne bougent pas, c'est toujours les mêmes, donc c'est appréciable, ça veut dire qu'ils se sentent bien dans la maison. Je voulais remercier surtout Drorit. Drorit, il y a quelques mois, m'a contacté et m'avait dit écoute Philippe, quand on a montré ta collection à Petah Tikva, on a montré beaucoup de choses, il y avait je crois une centaine d'œuvres, mais un sujet n'avait pas été totalement exploité. Et donc je la remercie parce que bon, l'expo, vous allez, elle est petite, elle est pointue certes, pour ceux qui connaissent un petit peu les œuvres, mais moi elle m'a donné une occasion de repenser ce thème qui m'est cher, mais que j'avais pas assez bien étudié. Donc, merci. Je voudrais, avant de commencer cette conférence, la dédier à la mémoire de Yona Fischer, un ami très cher qui est récemment disparu. Yona a été le conservateur sûrement le plus influent en Israël, et directeur de certaines institutions, qui a eu un rayonnement international très important, mais un rayonnement particulièrement en France, puisqu'il était francophone, enfin il n'était pas francophone, il avait une très grande culture française, et surtout, chose qui m'est chère, il a fait venir parmi nos meilleurs artistes français en Israël. Je peux dire que c'est mon père spirituel en art, car il y a déjà 30 ans, j'ai eu la chance de le connaître. Et j'ai eu la chance de le connaître par de mémoire Moshe Nigno et Chifra de la Galerie de Vire qui me l'ont présenté, et il a guidé mes premiers pas de collectionneur, non seulement en Israël, mais également à l'étranger. Je voulais saluer la présence de Denis Veil. Denis, c'est voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir sa présence est bientôt à Jérusalem. C'est le nouveau directeur du musée de Jérusalem. Merci Denis d'être venu. Thank you Philippe, and thank you Jean-Jacques and Laura. I always feel here like home for many years. And thank you Philippe. I think we have a really wonderful exhibition. And as you know, I am interested in your collection and the artistic themes in it for many years. You are well kind by the artists and maintains close friendship with them. The many works created especially for you demonstrate this closeness. This idea is represented at our exhibition in the drawing by Mircea Cantor of a check in the artist's hand being given to the collector. This gesture originated in a similar check Duchamp gave to his dentist, and we will talk about it later. I see you as a collector with real burning desire for art. We already talked about it, but I think this passion is the driver forces behind the collection, evidence for your deep attraction to ideas, and the way in which artists give form to their ideas. So I want, for the first question, before discussing our subject, the gesture, the title of this exhibition, I would like, of course, it was already mentioned, to remind that your collection was in Petah Tikva Museum, and later on in Paris, in Passage de Rec, and also in Moscow. And for that exhibition, then, you choose this title, Honey, I Rearranged the Collection. Can you tell us the idea behind the title and a little bit about the chapter of the exhibition? Ok, thank you. Vous n'avez pas, personne n'a besoin que je traduise de l'anglais au français, hein, je crois que ça va. Honey, I Rearranged the Collection fait en effet écho au titre d'une œuvre importante d'Alan Ruppersberg pour expliquer le processus engagé pour construire ma collection depuis maintenant 30 ans.
Et Louis, on rentre tout de suite dans le vif du sujet de ce soir sur les gestes d'artistes, l'appropriation, le recyclage d'images existantes, mais aussi le dialogue intergénérationnel. Ces mots, vous allez voir, recyclage, appropriation, etc., vont revenir régulièrement au cours de la soirée. Oui, oui, clairement, comme vous le voyez, sur la couverture du catalogue, on s'est complètement réapproprié l'œuvre d'Alain Ruppersberg pour en faire notre couverture. Et pour ceux qui me connaissent peut-être mieux, c'est sûrement aussi mon côté, j'ai failli dire un peu obsessionnel, je ne sais pas s'il faut que je dise obsessionnel tout court, mais pour ceux qui me connaissent bien, donc, ça me permet de réarranger en permanence cette collection que je conçois comme un puzzle, un jeu de pistes, ce qu'on peut qualifier aussi d'un work in progress, mais c'est aussi pour moi un espace de réflexion où chaque œuvre nouvelle est liée à une autre. Drorit a donc dit, et vous le voyez sur le bas de cette slide, que Ami Barak, le commissaire, qui connaissait déjà bien ma collection, quand il a eu toutes les œuvres en main, il a tout de suite aussi compris que pour faire des têtes de chapitre, il s'est donc réapproprié des œuvres réellement existantes. On voit ici, par exemple, Why Pictures Now, Seeing, Seeing, le sujet de ce soir, I'm Making Art Too, etc. In your interview with Ami Barak, the curator of the exhibition, you speak, and I quote, "I prefer to collect concepts than images." Can you tell us what do you mean? What is the idea of sign as a collection? En effet, c'est vrai, sélectionner des œuvres, c'est aussi faire des choix. C'est faire des choix, bien sûr, d'œuvres, mais c'est faire des choix d'images. Et personnellement, dans un monde saturé d'images, je me pose des questions il est important pour moi de faire des choix extrêmement précis. Mais c'est aussi, comme le dit Marcel Duchamp, l'art de sélectionner. C'est tenter pour moi de choisir dans ma collection ce que j'ai appelé des images lucioles, comme l'a si bien décrit le philosophe et historien de l'art Georges Didier Huberman dans un magnifique livre que je vous conseille de lire au moins une fois, qui s'appelle La survivance des lucioles en 2009. Et lorsque j'ai demandé à mon ami artiste Philippe Parreno, qui était dans une période de sa vie un peu difficile, parce qu'il était assez malade, je lui ai dit, Philippe, s'il te plaît, j'ai besoin peut-être que tu me fasses un texte pour le catalogue. Et puis quelques semaines avant la publication du catalogue, je reçois par la poste ces 2 dessins de lucioles que vous voyez à gauche, qui ont été dédicacés, dessins pour un ami. Mais c'est encore aussi, comme le dit le Talmud, l'image du fœtus dans le ventre de sa mère, qui connaît par cœur les textes sacrés, mais qui sont aussitôt oubliés à la naissance, dès son arrivée dans un monde plus perturbé. Donc il y a la citation du Talmud que vous voyez ici. Mais vous l'avez compris, faire des choix, c'est aussi faire des choix plus conceptuels qu'esthétiques. Le langage, le texte y occupe une place importante, les mises en relation, les citations et les références y sont nombreuses. L'œuvre de Tania Moreau, vous voyez sur, je ne sais pas si on voit bien, sur ce miroir que j'ai installé à la maison, qui s'appelle Seeing, Seeing, traduit bien ma pensée, et je dis souvent que ce n'est pas l'image elle-même qu'il faut voir, mais qu'il faut regarder derrière l'image. Si on regarde les 2 décennies passées, avec l'arrivée de nouveaux méga collectionneurs, et aussi la plus jeune génération actuelle, puisque avec l'entrée de la réalité virtuelle dans le monde de l'art, et ne parlons pas des NFT. Et je repense alors, quand je vois ce flot d'images, à mon acquisition en 2005 d'un artiste qui m'est très cher, qui s'appelle Tino Segal, et une œuvre que j'ai acquise donc à cette époque, en 2005, This is Technology, qui est une œuvre immatérielle, une performance comme substitut à l'image, sans trace écrite, pas d'image, pas de certificat, pas de documentation, juste une phrase à partager avec les autres.
Voilà pourquoi, Drorit, je préfère collectionner, dire que je collectionne des concepts plutôt que des images. Comme vous le voyez sur cette diapo, aussi bien à gauche qu'à droite, ce sont deux vues différentes d'installation de ces petits formats. Bon, vous vous souvenez pas, mais le dernier chapitre d'Ami Barak s'appelait le cabinet d'éléments mémorables. C'est en fait des petits formats avec différents médiums. Il y a des photos, il y a des dessins, il y a même des petites vidéos, il y a des installations, il y a très peu de peinture. Et ce sont des formats que j'appelle modestes, qui viennent nourrir la collection et lui donnent une tonalité intime et souvent teintée d'humour. Je les appelle effectivement mes signes, Drorit, et c'est quelque part, en quelque sorte, mon autoportrait. Je dis souvent, quand on vient visiter la collection, je dis, si vous voulez vraiment me connaître, regardez mes petits formats, pas les œuvres importantes d'artistes peut-être plus reconnus. Donc je vais passer rapidement quelques diapos avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous montrer un peu les expos. Donc à gauche, c'était à Petah Tikva. Alors c'est quoi la date, Jean-Jacques? J'arrive pas à lire. C'est 2014 ou 2013? Est-ce que tu peux revenir sur la première slide? Est-ce que tu peux revenir? Incroyable. C'est toi qui avais raison. Donc Emma, on s'est trompé d'un an. Donc 2013, c'était effectivement Petah Tikva à Paris et Moscou était 2014. Désolé. Donc, et puis à droite, ben voilà, là, je pense que c'est la première conf que je faisais à l'Institut français avec Bernard Gusten. Inutile de vous dire que j'étais pas rassuré de savoir que Bernard était là, communiquer avec moi. Mais bon, écoutez, ça s'est bien passé. Il m'en a pas tenu rigueur, apparemment. Je vais continuer, vous montrer quelques vues d'expo. Là, c'était pendant le vernissage. Drorit a eu la bonne idée de commander quelques nez rouges. Au moment du vernissage, bon, on était, Emma, enfin pas une vingtaine ou une trentaine de personnes. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle adore cette œuvre de Hans-Peter Feldman qui s'appelle Red Nose. Et déjà, pour que vous compreniez notre sujet ce soir, Hans-Peter Feldman ne fait que penser des œuvres, il ne sait pas peindre, il ne sait pas dessiner, donc il ne crée rien réellement comme on l'entend. En fait, il a acheté cette paire de tableaux au marché aux puces. Et puis il a demandé à un autre peintre, comme il ne sait pas peindre, de peindre les nez rouges. Voilà. Donc au milieu, une installation de Miri Segal, à droite, une très belle et assez importante d'ailleurs installation de Paul McCarthy, performance et vidéo. Et puis les deux slides en bas sont un text wall de Douglas Gordon que je balade de maison en maison au fur des déménagements et qui précise dans son certificat qu'il peut être écrit dans la langue du pays où on vit, donc naturellement en Israël, il est écrit en hébreu. Et enfin, à Paris, donc on passe au passage de Retz, vous voyez sur la diapo en bas notre amie Jacqueline Friedman, que beaucoup ici connaissent, qui nous avait vraiment très gentiment accueillis, l'ambassadeur Christophe Bicot, Ami Barak et mon amie Myriam Salomon, et puis à gauche ici avec l'artiste Tino Segal et à droite avec Douglas Gordon, l'artiste anglais. Et voilà quelques vues d'exposition. En haut à droite, ici, c'est une installation vidéo de Philippe Parreno, connu, enfin, bon, pour ceux qui connaissent Parreno, qui s'appelle No More Reality. Au milieu, la vidéo de Pierre-Louis Danny. Et puis à droite, une vue d'exposition. Et enfin, dernier step, au Multimedia Museum of Art, je dois dire que c'était l'endroit où c'était le mieux installé, parce que c'est un musée spécialisé dans la vidéo et la photo, et c'est vrai que j'ai 50 vidéos dans la collection, donc en montrer 25 ou 30, ça a été pour moi le moins fastidieux des trois lieux, je dois le reconnaître. Et puis la pétillante directrice, pour ceux qui savent, qui l'ont rencontrée au moins une fois, Olga Sviblova, ici, qui n'a pas eu peur de se mettre le costume de Pinocchio pour recevoir la presse juste avant le vernissage. Encore une vue d'exposition, tout à fait à gauche le Teddy Bear de Fabrice Hibert, à droite à nouveau l'installation de Paul McCarthy. Je ne peux pas ne pas citer Annette Messager puisque
mon amie Marie Sheikh est là, et c'est elle qui a montré cette œuvre en Israël, je ne sais plus, chez Breury, dans une expo de groupe. C'est une œuvre importante de mémoire. Hein. Écoutez, bon, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire, mais il y a une petite histoire avec Annette derrière cette œuvre, on aura l'occasion d'en reparler. Cette œuvre s'appelle Pièce montée, et de mémoire, elle est de 1986. En bas au milieu, j'ai pas pu montrer le double portrait, mais c'est un double portrait de Cindy Sherman et Richard Prince, à ma connaissance. Elle est de 81, c'est leur première photographie en couleur. À gauche, une œuvre aussi que j'ai peu montrée, d'Alfredo Jarre. C'était au moment de la mort de Lévi-Strauss, avec ce point d'interrogation que je trouve toujours aussi perplexe depuis le moment où j'en ai fait l'acquisition. Okay, it was really beautiful exhibition, and from the past, let's go to the future, to the present, and to our current exhibition. I chose the title Gestures. The exhibition allows to observe diverse gestures, those by one artist referring to another works, or works referring to the realm of modernist and contemporary art. Reference to Marcel Duchamp are evident in quite a few of the works. But we also have quotes to Jack Koons and others. Can you tell us a little bit about the intergeneration dialogue in your collection? Je vais lire ma slide, ça va être plus simple. L'invention du ready-made de Marcel Duchamp en 1913 avec roue de bicyclette représente peut-être le plus grand bouleversement artistique du XXe siècle et sans doute une des pratiques la plus représentative du phénomène d'appropriation. Le principe du ready-made, choisir un objet manufacturé et le désigner comme œuvre d'art était donc posé, donnant alors naissance à une grande partie des pratiques artistiques qui ont suivi cette date. Donc je ne vais pas tout vous lire, je vous laisse découvrir également ce que disait Marcel Duchamp à ce sujet, au sujet surtout du choix de la peinture. Vous choisissez dans la toile les couleurs, vous choisissez le sujet, vous choisissez tout, et il n'y a pas d'art. Alors évidemment, enfin, je pense que beaucoup d'entre nous ici savent exactement de quoi nous parlons, mais peut-être que certains qui ont moins de connaissances sur l'histoire de l'art peuvent être un peu surpris de cette, on va dire, nouvelle définition. Je vous rappelle que le premier ready-made a été créé en 1913. Donc on est déjà plus de 100 ans après. Et enfin, tac, ça passe ou pas? Et voilà, pardon. Et enfin, Nicolas Bourriaud, je vous laisse un petit peu découvrir ce qu'il dit, qui considère évidemment également que l'œuvre de Duchamp est incontestablement hyper importante dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Mais rentrons dans le vif du sujet. Évidemment, tout le monde connaît ce chef-d'œuvre, moi ce que je considère un chef-d'œuvre, mais je pense qu'on est nombreux ici à considérer comme un chef-d'œuvre, La Fontaine de Marcel Duchamp, qui est même son plus important, enfin son ready-made le plus connu, et qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Mais c'est vrai que, étonnamment, dès mes premiers pas de collectionneur, j'ai été tout de suite très interpellé par cette œuvre, qui m'a permis en fait de revoir ma définition moi-même de l'œuvre d'art, de son statut, des limites, et surtout de réfléchir à d'autres notions, comme les notions de signature de l'artiste, de reproduction, de recyclage et d'appropriation, sans oublier évidemment, et on en parlera un peu au cours de cette soirée, de la médiatisation et l'aura du système muséologique. Désolé les conservateurs et les directeurs de musées, mais à des moments je ne vais pas être très tendre non plus sur l'institution muséale. Duchamp l'avait déjà bien compris en 1917, puisque c'est devenu, malgré lui, quelque part, une entreprise artistique, et donc bien avant la factory de Warhol et le gigantisme des studios d'artistes comme Jeff Koons ou Murakami. Évidemment, plusieurs artistes se sont bien sûr réappropriés le geste de Duchamp, comme ici avec Saad Hanafif, qui depuis 2008 collectionne les multiples reproductions photographiques du ready-made en question, de manière quasi obsessionnelle,
et il a déchiré toutes les pages qu'il a trouvées des différents catalogues d'expos où La Fontaine était reproduite. Donc avec un protocole d'archivage rigoureux, et je me souviens qu'il avait fait une très belle expo à Pompidou pour fêter le centenaire, donc c'était en 2017, le centenaire de ce ready-made, c'était très intéressant. Et puis, sur cette diapo au centre, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand j'ai cherché à acquérir cette œuvre, Saad Nafif, que je connais bien, je lui ai dit, écoute, moi je suis pas pressé, mais quand tu auras une page du musée de Jérusalem, ben, tu m'appelleras. Donc effectivement, dans une des séries de 9, vous voyez ici reproduite La Fontaine du Champ d'Arturo Schwarz, récemment disparu. Arturo Schwarz died in 2021, right? Voilà, il est. Et il faut dire, puisque Denis Veil est là, il le sait très bien, la donation Arturo Schwarz a modifié considérablement. Right or not? Yeah. The donation was something really amazing for the museum, right, Mira? Et donc j'ai fait l'acquisition de ces 9 pages, et donc cette série me permet également de participer à cette histoire et de tenter de prolonger la mémoire collective de La Fontaine. Une artiste israélienne que j'adore, Miri Segal, qui aurait bien voulu venir, mais je crois qu'elle a eu le Covid trop vite, donc elle n'a pas pu venir ce soir. Une artiste, voilà, unfortunately, récupère à son tour le célèbre ready-made et fabrique, comme vous le voyez sur la dia de gauche, des petits urinoirs en céramique qui sont adaptés cette fois-ci à des besoins féminins. Un petit tutoriel accompagne les 2 reproductions et on présente le système d'utilisation à la manière d'un spot publicitaire. Et on continue toujours avec Marcel Duchamp, Rina Spollings, artiste pas très connu, mais bon, peut-être que certains connaissent, mais en tout cas j'ai eu à un moment donné une passion pour les collectifs d'artistes, Claire Fontaine, Rina Spollings et autres. Je trouvais que le discours d'un collectif d'artistes était très intéressant, et eux sont en plus galeristes et critiques d'art. Et là, ils présentent dans cette œuvre une série, comme vous le voyez, de cartes postales qui reproduisent, ça vous le voyez moins, mais vous allez me croire, qui reproduisent les portraits de galeristes internationaux réputés avec qui ils ont pu collaborer. Entre autres, la Louis Gagosian, Chantal Crouzel, Barbara Glaston. Ils utilisent ce présentoir à cartes postales à la manière du ready-made de Duchamp. Messieurs les historiens de l'art, j'ai un petit trou de mémoire, 1913, le porte-bouteille, ça doit être ça, je pense que c'est 1913, et... ah, c'est écrit 1914, alors voilà, je suis désolé, ma mémoire me fait défaut, comme vous le voyez, donc 1914, et l'œuvre se joue ici de la diffusion de l'art et du bon goût. Elle remet en question aussi la notion d'œuvre unique. Et là, on commence à comprendre un peu mieux le pourquoi du sujet de ce soir. Elle remet en question donc cette notion d'œuvre unique par la dissémination de la peinture originale, les portraits, en cartes postales, à grande diffusion et à grande distribution. Vous savez, comme moi, quand on rentre dans les bistrots, enfin, pas dans les bistrots, dans les bureaux de tabac, vous pouvez donner 1 €, vous prenez sur le présentoir une carte postale, et donc voilà comment Rina Spollings ont pu imaginer à un moment donné ces grands marchands avec qui ils ont pu travailler. Mais c'est un clin d'œil aussi à la marchandisation et l'annihilation du monde de l'art que dénonçait déjà Guy Debord dans La Société du spectacle en 1967. Loris Gréau, lors d'une visite sur la tombe de Marcel Duchamp à Rouen, effectue un frottage directement sur la pierre tombale de la célèbre épitaphe, on voit écrite ici de l'artiste, et qui s'appelle, et qu'il écrit, il avait demandé à écrire ça avant sa mort, d'ailleurs c'est toujours les autres qui meurent. En utilisant cette technique, Loris Gréau se réfère implicitement au ready-made tel que son concepteur l'avait défini. Et je crois que c'est la dernière sur Duchamp, et comme l'a dit Drorit, c'est
un peu plus personnalisé. Là, on a deux chèques. En fait, à droite, vous avez Mircea Cantor, qui est venu se faire soigner au cabinet, qui était très très jeune artiste, et qui me dit à la fin des soins ne pas avoir trop de moyens. Et je dis, bon, bah écoute, quand tu pourras me régler, tu viendras me régler. Il revient quelque temps après, avec un dessin. Et il me précise encore aujourd'hui, mais par chance pour moi, je n'exerce plus, mais il avait laissé, comme vous le voyez, le chèque en blanc. Donc, mais bien sûr, il avait une idée derrière la tête, puisque lui-même s'est approprié un geste que Duchamp avait fait. Je ne vois pas la date du chèque de là-haut de Duchamp, c'est 1919. Et donc, il s'est tout simplement approprié le chèque que Duchamp avait fait à la main à son dentiste à l'époque, qui s'appelait Daniel Tsang, qui était bizarrement lui-même collectionneur, pour régler ses honoraires. Dans ce dialogue intergénérationnel, on a vu donc que Duchamp est considéré un peu comme le maître absolu. Mais l'œuvre d'autres artistes importants du XXe siècle a été revisitée par une plus jeune génération, pas récemment, mais déjà depuis quelques années. Dans mon billet d'art, ici à droite, c'était juste après le fameux record de Jeff Koons sur le Rabbit. Il avait volontairement écrit ce titre. Je suis un fan de Koons, hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc il avait volontairement écrit le titre un peu provocateur, Jeff Koons, pour ou contre. Mais avant Jeff Koons, n'oublions pas que c'est Andy Warhol qui avait ouvert la voie du phénomène de starification de l'artiste, grâce entre autres à sa factory, son atelier loft, devenu un lieu culte à la rencontre de tous les people mondains et stars de l'époque à New York. Vous en avez bien sûr tous entendu parler. Et l'artiste vivant, qui incarne sûrement le mieux aujourd'hui ce processus de starification, est incontestablement notre très polémique ami Jeff Koons. Le fameux lapin, que vous voyez ici avec Jeff Koons, le Rabbit, créé en 1988, est un moulage en acier polymiroir d'un lapin gonflable, donc que j'ai reproduit dans le tip-top. Vous voyez ce petit lapin rose, il a toujours dans sa collection Jeff Koons. Il est très malin, c'est un très bon homme d'affaires, mais ça vous le savez déjà. Et donc cette œuvre en polymiroir a été éditée en 3 exemplaires, et je cite Alex Rother, président du département d'art contemporain chez Christie's à New York, qui déclarait au moment de la vente que le Rabbit est la pièce la plus importante de Jeff Koons. Il va plus loin et affirme même que c'est la sculpture la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle. Bon, moi, je suis d'accord, on peut en discuter une autre fois, vous avez peut-être des avis différents sur la question, mais ce qui est étonnant, c'est que Bernard Blisten était donc commissaire de la rétrospective de Jeff Koons en 2014 au Centre Pompidou. Le Rabbit est en couverture et se retrouve en mai 2019, je crois, en vente aux enchères du soir à New York, et il est vendu pour la somme astronomique de 91 millions de dollars. Koons est donc pour moi, enfin pour nombre d'entre nous, je pense, effectivement le grand héritier de Marcel Duchamp. Il s'approprie, comme l'avait fait Warhol, les objets, les images d'une société capitaliste et de surconsommation, mais sûrement pour mieux la dénoncer. Et c'est en cela qu'il est considéré comme un artiste subversif. C'est un des artistes aussi les plus représentatifs dans cette génération des années 80 de la scène américaine, et dans la lignée des appropriationnistes, bien sûr, comme l'est encore Cindy Sherman, qui reprend donc avec tous ses portraits de femmes, et évidemment Albert, mon frère, comme Richard Prince, avec ses fameux cow-boys qui viennent des publicités Marlboro. Et enfin, n'oublions pas une troisième artiste qui est importante, on en reparlera, Louise Lawler, qui nous parle de la circulation des œuvres dans le système de l'art. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Jeff Koons, d'ailleurs comment il s'appelle,
de Jonathan Monk, qui est représenté par la Galerie de Vire à Paris, à Tel Aviv. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu, ou même, enfin voilà, qui connaissent l'œuvre de Jonathan Monk, ils savent qu'une grande partie des œuvres qu'il produit sont des appropriations, une manière de revisiter ou des artistes, et plus précisément des œuvres d'autres artistes, mais ce sont toujours des œuvres qu'il aime. Donc toujours des œuvres pour lesquelles il a un dialogue et quelque chose à dire. Ici, donc à gauche, dans ma collection, une œuvre de lui qui s'appelle Reversal of Fortune, représentant un lapin en tissu noir affalé sur une enveloppe, cette enveloppe de survie argentée, qui aurait donc perdu maintenant tout son lustre et sa puissance spéculative. Bon, elle a été quand même créée avant le record, comme si elle était maintenant coupée de toute vie. Et puis, il n'y a pas que le rabbit. Vous avez tous eu l'occasion de voir le fameux Balloon Dog orange lors de l'exposition de la collection Mograbi au musée d'art de Tel Aviv. Et il existe en fait, étonnamment, toujours plusieurs versions. Je vous ai dit, le Rabbit, c'était une édition identique de 3 exemplaires. Cette fois-ci, on a... Je ne vais pas parler d'édition parce que Kunz, il préfère parler d'œuvres uniques qui se différencient par la couleur. Et donc, la couleur orange, qui est quand même la plus pop, appartenait à Peter Brandt. C'est lui qui l'avait vendu à Mograbi quand même déjà en 2013 pour 58 millions de dollars. La bleue appartient à Eli Broad, la jaune à Stephen Cohen, la rouge à Dakis Joannou et la magenta à François Pinault. Ça vous dit un peu le niveau des propriétaires actuels de ce type d'œuvre, comme vous le savez, des méga collectionneurs et souvent avec des méga fondations à faire souvent aussi pâlir les plus grands musées aujourd'hui. Et alors, elle est revisitée cette fois-ci par un artiste que j'aime énormément, qui s'appelle Simon Fujiwara, aussi un artiste subversif, et qui fait partie donc de cette œuvre qui s'appelle Penthouse. On commence déjà à comprendre avec ce petit chien bleu que vous avez évidemment tout à fait identifié avec le Balloon Dog de Jeff Koons, fait partie d'un ensemble d'une maquette de la maison d'Anne Frank. Si vous voyez en dessous du loft, vous voyez une petite maquette en carton de mémoire qui a été achetée par l'artiste dans la boutique de cadeaux du musée Anne Frank à Amsterdam. Elle faisait partie en 2018 d'une expo personnelle de Simon Fujiwara à la Dvir Gallery et aussi au Kunsthaus Bregen. C'était une très très belle expo. L'exposition s'appelait Hope House. Donc déjà on commence à comprendre un peu la relation avec Anne Frank. Et dans ce loft magnifique, évidemment, la figurine du chien bleu, selon l'artiste Fujiwara, pourrait évidemment être la propre maison de Jeff Koons. Mais il n'y a pas que ça. Par ailleurs, cette maquette de la maison d'Anne Frank, ce facsimilé, doit aussi nous interroger sur la montée croissante actuelle du modèle économique de certains musées avec ces objets dérivés et d'une certaine forme, en fin de compte, de voyeurisme médiatique. Les pratiques donc d'appropriation ne concernent pas que des icônes de l'art comme Duchamp, Jeff Koons, certains autres, mais aussi une génération un peu plus jeune. Et au fur et à mesure, on peut constater qu'une grande partie de ces procédés ont glissé vers des préoccupations et des domaines proches du design graphique, comme vous voyez sur la partie gauche de cette diapo. C'était l'affiche qui a servi au projet Anne-Lie depuis Philippe Parreno et Pierre Huy, qui a été créé en 2017, en 1999, où les deux artistes ont acheté les droits d'un personnage manga pour le détourner de son but premier et l'amener à vivre une nouvelle vie. Huy et Parreno, en feuilletant le catalogue d'une agence japonaise à la recherche d'un personnage, d'un symbole, ont été attirés par la mélancolie du visage de la jeune fille et ils vont commencer donc à créer une histoire autour de ça et ils appelleront ce personnage Anne-Lie. Et ils vont demander en parallèle, dans les
années qui suivent à leur groupe d'artistes très proches de créer des œuvres d'art vidéo. Chacun a créé donc une vidéo autour de lui, bien sûr. Pierre Huyghe en a fait une, Parreno en a fait une. Les noms m'échappent, mais il y a pas mal, peut-être pas Douglas Gordon, mais bon, voilà, ça m'échappe un petit peu, mais il y a au moins 3 ou 4 autres artistes qui ont travaillé autour du projet Annie. Et puis, quelques années plus tard, ils font ce feu d'artifice qu'ils intitulent A Smile Without a Cat. L'œuvre est intitulée Smile Without a Cat. Le titre de l'œuvre vient du moment dans Alice au pays des merveilles où le chat disparaît, ne laissant que son sourire flotter dans l'espace. Et on voit, regardez, on voit un petit peu ça à la fin du feu d'artifice ici. Donc en 2003, c'était de mémoire à la Art Basel Miami, ils décident de faire cette performance, feu d'artifice, appelez ça comme on veut, et enfin décident de mettre fin au projet de cette manière-là. Et puis, un des artistes, avec qui je suis très très proche, Mircea Cantor, crée à ce moment-là un pochoir qu'il intitule I'm Still Alive en 2004 et qui rappelle évidemment subtilement la tête d'Annie, le fameux personnage manga mythique dont on vient de parler. Mais ici, en quelque sorte, c'est en plus une œuvre éphémère, puisque quelque part, Huyghe et Parreno ont fait une œuvre et ont décidé d'y mettre fin. Donc, Mircea Cantor suit un peu cette idée d'œuvre éphémère, et dans le certificat de ce pochoir, ce qui est amusant, c'est que, évidemment, l'œuvre est en plus grande édition, de mémoire en 20 exemplaires, mais elle coûtait pas très cher, je pense que maintenant elle est épuisée, de mémoire 2000 €, donc vous voyez, c'était pas, mais elle spécifiait dans le certificat que si vous déménagiez ou si vous repeignez vos murs, vous perdez l'œuvre. Donc moi-même, vous voyez à droite ici, j'ai été amené à l'acheter 3 fois de mémoire, donc 2 fois pour Paris quand j'ai déménagé, et quand je suis venu à Herzliya, j'ai dû la réinstaller une première fois. Autre particularité du certificat, Mircea dit, bon, on va lui payer le billet d'avion, c'est ok, mais c'est lui qui décide de l'endroit où il va installer l'œuvre, c'est pas vous qui décidez, ou dans le musée, dans le lieu d'exposition. Je vais vous passer un tout petit peu des vidéos très rapides ici, où là, en fait, j'ai proposé à des amis collectionneurs, en fait, des clients dont j'ai fait une collection importante, cette petite œuvre, enfin, petite par le prix, mais importante, je pense, par l'esprit, et ils ont joué le jeu, bien sûr, et donc ils l'ont installé sur la façade de leur maison. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que pour la petite histoire, les voisins de ses amis le lendemain sont venus sonner pour dire messieurs, vous avez été tagués pendant la nuit par des taggeurs, évidemment. Dans le cas de cette œuvre de Mircea Cantor, on est même dans une double appropriation, parce que vous avez le personnage d'Annie, je viens d'en parler, mais vous avez aussi ce texte I'm Still Alive. Et là, il faut connaître un petit peu plus l'art conceptuel pour savoir que ce texte I'm Still Alive provient de célèbres télégrammes que Onkawara envoyait de temps en temps au monde de l'art quand on l'oubliait un petit peu. Juste pour la petite histoire, Onkawara, je ne sais pas si on peut le qualifier de peintre, Suzanne. Onkawara is a painter? I don't know, really we cannot say. Donc en fait, Onkawara, il avait pour un principe, son œuvre principale, c'était de se lever un matin, de choisir une date, de décider de faire ce qu'il appelait une date painting. Il faisait un fond de couleur, il notait la date, mais il fallait qu'il la finisse dans la journée. Donc voilà. Et je trouve cette double appropriation, cette subtilité, et puis aussi cette poésie chez Mircea Cantor qui est assez intéressante. Cette réincarnation affirme donc à Mircea sa volonté de rendre à nouveau le rêve d'Annie possible. Là, ça va se corser un petit peu, et donc on va en arriver à un artiste
assez important, enfin même très important pour moi, puisque depuis le début des années 2000, Tino Sehgal et ses œuvres d'art immatérielles ont vraiment bouleversé le monde artistique. Elles remettent aussi en question, comme l'avait fait Duchamp, la définition même d'une œuvre d'art, par des actions uniquement utilisant les mouvements du corps et le langage comme seul matériau d'interaction humaine et sociale. Tino n'aime pas le mot de performance, mais je vais quand même, pour plus de facilité dans notre discours, l'utiliser ce soir. Il préfère le mot de situation concrète, car ce sont des formes artistiques qui tissent une forme d'art relationnel entre l'œuvre et le visiteur. Le visiteur ne se contente pas de regarder l'œuvre chez Tino Sehgal, et il devient lui-même acteur par sa communication avec les intervenants. Emma, on va raconter rapidement comment j'ai connu Tino Sehgal. J'étais dans une expo de groupe, je me rappelle, c'était en 2005, l'année où j'ai acheté cette œuvre, donc j'en ai fait l'acquisition en 2005, et puis on va dans une expo de groupe à Paris, et puis chaque fois que je changeais de salle, il y avait deux, trois mecs qui se jetaient vers moi et qui me disaient « This is contemporary, contemporary ». Bon, une fois j'ai rien dit, deuxième fois j'ai rien dit, troisième fois j'ai dit « Bon allez, arrêtez de vous m'emmerder ». Et là ils viennent me voir et ils me disent « Non, non, mais monsieur, c'est une œuvre d'art, on a envie de… » Et là j'ai compris que, en fait, on cherchait d'entrer réellement en interaction quelque part avec l'œuvre. Je ne vous cache pas que j'ai pas bien dormi cette nuit-là. J'ai pensé toute la nuit. Le lendemain, on peut dire que l'acquisition était faite. J'ai appelé le galeriste à Bruxelles, Yann Bott, et je lui ai dit « Je veux ça dans ma collection ». C'est vrai qu'en 2005, c'était, je trouve, assez… je pense que les musées n'avaient pas vraiment encore acheté d'œuvres à ce moment-là. Je vous le disais, j'ai pas le droit non plus d'illustrer les œuvres. Pas d'image, pas de documents, pas de certificat. Donc là, j'ai juste mis quelques dessins de Philippe Parreno pour que vous voyez à quoi ressemble cette performance ou cette situation. Mais le plus important pour moi, c'est que Tino a participé aussi à l'histoire d'Anne-Lee. J'ai découvert l'œuvre Anne-Lee, donc de Tino Sehgal, lors de la carte blanche qu'il a eue au Palais de Tokyo. Non, que Philippe Parreno a eu au Palais de Tokyo en 2014. Et donc, c'était assez important, puisque en même temps, alors peut-être je me trompe de date, hein, du coup Jean-Jacques, je ne sais plus si c'est 2013 ou 2014, mais on s'est compris, au même moment de l'expo au passage de Retz durant la FIAC, mon ami Philippe Parreno avait tout le Palais de Tokyo. Et évidemment, je me souviens que 2-3 ans avant, il y avait Philippe Parreno, fauteuil dentaire, qui me disait « Tu connais ce mec, Tino Sehgal ?» Alors je lui ai dit « Oui, je pense que c'est un artiste important, tu devrais prendre contact avec lui, mais voyez, le temps faisant, et je sais qu'ils ont fait un échange d'œuvres entre la performance d'Anne-Lee. Donc Philippe Parreno a fait une acquisition de Tino Sehgal d'Anne-Lee. C'était des moments intenses, parce que comme c'est un garçon que je trouve remarquable dans son travail, donc il faisait la navette entre le passage de Retz et le Palais de Tokyo pour former les comédiens pour les deux performances. Alors, de quoi ça parle, Anne-Lee? On a une jeune fille prépubère, âgée d'environ 13 ans, qui entre dans une pièce complètement vide et elle introduit par cette phrase, je m'en rappelle encore. Bonjour, ravi de vous voir, avec une voix un peu comme ça, je ne sais pas si je l'imite bien, mais c'est pas grave, je m'appelle Anne-Lee. Et elle commence, il y avait aussi une version en anglais, elle commence à réciter un scénario décrivant sa position de personnage célèbre de manga, acheté en 99 par nos deux compères. Elle nous raconte ensuite comment elle a existé en 2 dimensions à travers des dessins, puis en 3 dimensions dans des vidéos animées avec des artistes qui l'ont fait vivre. Et une fois que Parreno et Huyghe ont décidé d'y mettre fin, comment elle existe maintenant en 4e dimension dans le temps avec l'aide de Tino Sehgal. Ses mouvements et son discours d'une voix monotone étaient légèrement mécaniques, lents et distants,
quelque part entre une jeune adulte, un enfant et une machine. Mais une année après, on a cette fois-ci, le Palais de Tokyo fait un hommage, cette fois-ci non plus à Pareno, mais à Tino Sehgal, et je redécouvre une autre performance qui s'appelle cette fois-ci Annie et Marcel. Et à ce moment-là, quand je rentre dans la pièce où a lieu la situation, je découvre un dialogue entre une fille, Annie, et un garçon, Marcel, vous l'avez compris, Marcel Duchamp. À un moment donné, Marcel tombe à genoux, comme si le poids du monde des idées l'écrasait. Et Annie l'aide à se relever. La pièce se termine de cette manière, en Annie qui demande à Marcel « As-tu déjà été dehors ? En dehors d'un espace d'exposition ? Jamais ? Viens, je t'emmène dans le monde. » Elle lui prend la main d'un geste simple, elle le conduit hors du musée, dans le monde réel. On va encore aborder un autre artiste qui a été hyper important pour moi dans ma première vie de collectionneur, évidemment Félix González Torres, que j'ai connu, je n'étais pas collectionneur en visitant l'exposition Posthuman à Lausanne qui eut lieu en 1992. Cette exposition a été mon déclencheur et j'ai passé des mois à parcourir le catalogue. Nous étions à ce moment-là en plein dans les années SIDA. J'étais à l'époque praticien hospitalier, jeune dentiste, donc à l'hôpital, et confronté à la réalité quotidienne de la pandémie de SIDA. J'ai découvert le travail de Félix González à ce moment-là, des œuvres sensibles, mais avec un fort ancrage conceptuel. Il est mort du SIDA très tôt, en 1996. Une des séries les plus connues, comme vous pouvez voir à gauche de la slide, où il y a ce monsieur qui vient prendre des bonbons, sont justement ces piles de bonbons installées au sol, où le spectateur est invité à se servir. Et puis, il n'y a pas longtemps, pour célébrer les 30 ans d'une œuvre de Félix qui s'appelle Untitled Fortune Cookie Corner, créée en 1990, qui est faite d'un amas de biscuits de la fortune, la fondation de l'artiste a voulu faire un hommage en 2020 à travers une exposition mondiale où ils ont demandé à 1000 participants, collectionneurs, conservateurs de musées ou d'autres tout simplement ayant connu ou aimé l'œuvre de Félix González Torres, d'exposer l'œuvre dans un lieu de leur choix. Et c'était très important. Je voudrais rappeler qu'en 1990, c'était la première exposition de Félix à la galerie Andrea Rosen à New York. Parmi les œuvres exposées, nous avions Fortune Cookies, et ça a fait fureur. Chaque visiteur était invité à se servir, craquer en deux le biscuit et découvrir à l'intérieur une phrase qui pouvait lui présager son futur proche. Vous voyez ici cette phrase en hébreu et dont je vais tout de suite vous donner l'explication. Mon ami Nicolas Trézy, le directeur du CCA, n'a pu venir ce soir, mais je me rappelle, you remember Suzanne, we were together this day. Je ne sais plus s'il y avait d'autres personnes avec nous, you were there? Ok. Et Nicolas Trézy a eu cette intelligence de nous faire revivre en Israël. It was, if I remember, the only place, right? C'était le seul endroit au CCA de Tel Aviv où Nicolas Trézy, et ça nous a permis à certains grands amoureux de Félix González de se retrouver autour de cette œuvre. Et donc, où est l'appropriation du collectif d'artistes Clairefontaine, encore un collectif, avec ces 2 sacs poubelles remplis de bonbons qui sont posés. Ici, c'est une vue d'expo au musée de Petah Tikva, intitulée surtout Collectors. On commence à comprendre un petit peu de quoi on veut parler. Vous voyez que tous ces petits bonbons représentent évidemment les petits bonbons, les petits chouchous des collectionneurs. Et puis on se demande pourquoi ils sont dans le sac poubelle, mais on va comprendre très vite. Évidemment, en dehors de la référence évidente à Félix González Torres, cette œuvre nous interroge surtout sur l'idée de collectionner dans le mode de vie consumériste propre à la société contemporaine, synonyme de gaspillage, de surconsommation.
Mais donc c'est une remise quelque part en question du collectionneur lui-même, parfois avide aujourd'hui d'accrocher des trophées au mur. À travers sa pratique, Félix González Torres a mis l'accent sur la rencontre physique, intime, participative de son travail, ce que Nicolas Bourriaud, dans les années 90, avait appelé l'esthétique relationnelle. Et comme maintenant vous comprenez mieux, comme pour Tino Segal, le spectateur, pour Félix González Torres, fait partie intégrante de l'œuvre. Vous l'avez compris, Félix et Tino sont vraiment les deux artistes qui ont marqué jusqu'à aujourd'hui ma vie de collectionneur. Thank you. It was a long question, and now for a short one, maybe. We are going back to Anse Peter Feldman, but without the red nose. We have chosen his hands of Duchamp as the leading image for the invitation and for the publication. However, we can also see Mircea Cantu, your new work at the collection, playing hand as a homage to Dürer, and hands are often a leitmotif in your collection. You have Andy Warhol hand and Annette Massaget and lot of others. I'm curious to know about it. What is the issue with hands? Ok, Hans-Peter Feldman, donc, comme vous le voyez là, revisite la main de Duchamp. Charlotte Wolf, qui est une féministe juive, pionnière dans les domaines de la chirologie, la thérapie psychanalytique et la sexologie, a eu la chance de prendre l'empreinte de la main de Duchamp dans les années 30. Hans-Peter Feldman se l'approprie en la numérisant, en l'agrandissant, avec la volonté de recontextualiser le maître de l'avant-garde et d'en assurer sa succession. Je vais devoir passer un peu vite parce que j'ai passé trop de temps. Et donc, oui, la main revient comme un leitmotiv dans la collection. On va essayer de vraiment passer assez vite. Là, vous voyez quelques mains d'Annette Messager. Ici, vous avez une double main de Dan Vaux, une vidéo de Douglas Gordon. Bon, je passe les autres. S'il y a quand même l'autoportrait de Warhol, sa main, donc il a qualifié de self-portrait. Et puis on commence à mieux comprendre l'autre symbolique de la main chez moi en regardant de près ces mains de suspension de synagogue marocaines, donc des mains juives, des mains qui vont nous faire comprendre un peu la partie spirituelle de tout ça. Voici comment c'est installé chez moi. Et enfin, je voudrais finir ce sujet sur les mains, sur cette œuvre de Mircea Cantor pour qu'on comprenne cette proximité que j'ai de la main, comme je vous l'ai dit, avec la tradition juive et l'iconographie de la main comme signe de l'indication de la main de Dieu. L'acquisition récente de Praying Hands, il a mis entre parenthèses After Dürer, de Cantor en est une parfaite illustration. L'histoire est assez belle. L'artiste m'explique qu'il a récupéré cette page d'un... Alors, je vous dis, je l'ai acheté il y a un mois. Elle ne devait pas être dans l'expo, mais j'ai beaucoup insisté auprès de Droric pour qu'elle soit dans l'expo. L'artiste m'explique qu'il a récupéré cette page d'un livre de prière ayant appartenu à une famille juive en Roumanie avant d'être déporté. Plusieurs mois après, il décide donc de dessiner cette paire de mains inspirée par le chef-d'œuvre de Dürer. Mais il ne sait pas encore que cette page provient d'un livre de prière de Kippour, en particulier la prière du Moussaf, qui, vous le savez, est la clé de voûte du jour du grand pardon. C'est à ce moment-là de l'office que nous évoquons de façon détaillée le service qu'effectuait le grand prêtre, le Kohen Gadol, dans le Beth Amikdash, le Saint des Saints. C'est l'étape, pour nous, la plus intense de la prière de Kippour, et le prêtre rentre pour la seule fois de l'année dans le Beth Amikdash, et où les Juifs se prosternaient à genoux par terre pour expier leurs fautes. Le célèbre dessin de Dürer, Prayer Hands, de 1508, et pour ceux qui savent, dans la collection, c'est un des plus importants dessins anciens du monde. Je ne sais pas, vous êtes d'accord? You okay? It's one of the most important drawings, right? Et dans la collection de l'Albertina Museum de Vienne,
et son conservateur en chef affirment qu'il s'agit, non pas comme les historiens de l'art l'ont dit pendant tant d'années, donc en 2018 je crois qu'il y a eu une rétrospective de Dürer, et le conservateur a revu certaines œuvres et a considéré cette fois-ci que ce n'était pas une esquisse d'un tableau, mais bien une œuvre aboutie, représentant, je le cite, les mains de l'artiste qu'il a fait comme un dessin de maître, comme exemple de son talent donné par Dieu. Pour clore ce chapitre sur les mains, je cite une phrase de Bernard Listen dans mon catalogue. Il a dit « Il y a chez Philippe Cohen un lien sans doute religieux à la création ». Philippe, why did you choose the title for this evening, I am making art too? What is your idea about it? Bah, évidemment, je vais vous passer la diapo, voilà. Donc, si j'ai choisi, tout simplement pour rester dans ce sujet, j'ai voulu m'approprier moi-même, d'abord, pour titre d'exposition, une œuvre d'art de la collection. Mais cette I'm Making Art Too de Jill Miller, une artiste américaine, vient de la performance très connue de John Baldessari en 1971, qui s'appelait I'm Making Art, où l'artiste jetait un regard ironique déjà sur la position du champ, mais aussi sur l'art corporel et la performance dont il se méfiait un peu. J'ai passé un peu trop de temps, donc je ne vais pas vous montrer les vidéos, mais en voyant les dias, vous comprenez. Voilà, je vais essayer de vous mimer Baldessari, qui se met comme ça devant un mur, et puis qui commence à lever une main, et qui dit « I'm making art », puis il lève la main gauche, « I'm making art », puis il lève les deux mains, « I'm making art », etc. Je ne vais pas la passer, on va passer trop de temps. Et donc Jill Miller, qui est l'élève de Baldessari à l'école d'art, regardez cette fois-ci de ce côté-là la slide, reprend, bon, allez là, je suis désolé, je monte parce que là c'est Emma va m'en vouloir. Et donc Jill Miller revisite cette fois-ci la performance de Baldessari. Voilà, j'arrête, c'est comme ça. Ok, donc voilà, encore une forme d'hommage de Jill Miller à son maître. Une autre œuvre intéressante, cette fois-ci de Mario Garcia Torres, qui lui, là encore, on est dans une double appropriation. Donc Mario Garcia Torres intitule son œuvre, j'arrive pas à lire, si quelqu'un peut m'aider, Sing Like Baldessari Karaoke, c'est ça. Donc il l'intitule comme ça, fait référence à une œuvre, je pense, de 1971 aussi, de 72, où alors cette fois-ci Baldessari reprend le texte créé par Sol Lewitt en 1986, en 1967, pardon, sur l'art conceptuel. Cet hommage utilise l'appropriation, donc une double appropriation dans ce cas-là. I will put the slide, hold it for you. Okay. On est sur la fin. And now a question concerning the perception and the circulation of artwork within the museum. We have here a lot of directors and curators of museum. So I will make it short about Adriana Lara, one of the video at our exhibition, and she also used an imaginary museum to talk about the idea of museum and about it's really an amusing project, and I just want to mention that I think we met her together when I was in Paris for the first time. You met her and immediately you were interested in her work, and she asked about the thoughts and on the ambitious artwork, recreating the art market and value attributed to work based on the social norms, because it's not a museum and it's not a physical museum, it's all fiction about a museum. But she asked, and I'm thinking about Duchamp again, when a piece of art became really a piece of art.
after being, for the first time, a museum worthy. And she would like to show us that it's not like this. So she built this museum and used young actors, and they visit the museum. It's really funny, a project, but also with murder. And she asked what's happened to the piece of art after the exhibition will be finished. So a lot of questions are here, but I think you would like to talk about other works. Before talking about Broutars, je voudrais répondre à une question que m'a posée Emma. Donc c'est le genre de question que Emma me pose fréquemment. Elle voit la vidéo dans l'expo et elle me dit c'est quoi ça? Je ne la connais pas. Alors, je dis à Drorit, je dis à Drorit, pardon Drorit, la vidéo, elle était exposée à Petar Tikva ou pas? Elle me dit non. Alors je dis mince, et moi je dis à Emma, et donc ce genre de joke m'arrive très souvent, parce que voilà, et Honey a rearranged the collection, quelque part c'est aussi un petit clin d'œil, Honey, chérie, à ma chère épouse, qui supporte tout ça depuis de nombreuses années, et voilà, je voulais en même temps en parler ce soir. Je voudrais parler personnellement. So it was at the museum. It was or not? At one of my other exhibitions. Ah, ok, something the else. Space Between in 2007. And Emma donc elle était dans une autre exposition. Yes. Donc Emma, tu avais raison. Tu ne connais pas l'œuvre, mais moi-même, il y a beaucoup d'œuvres que j'oublie dans cette collection parce que je n'ai pas la chance de la voir au quotidien. Elle est beaucoup dans ma tête et elle n'est pas toujours sur mes murs. On va finir un peu sur ce sujet des musées avec une œuvre que j'adore. Alors, c'est pas l'œuvre la plus importante de Broutars, c'est un petit texte, c'est une lettre, c'est juste un format A4, mais je l'adore. Je vais vous citer le début de cette lettre. Chers amis, mes caisses sont vides, nous sommes au bord du gouffre, preuve, quand je ne suis pas là, il n'y a personne. Alors, assumer mes fonctions plus longtemps, le système des musées serait-il aussi compromis que celui des galeries? Notez que le département des Aigles est toujours indemne, bien que l'on s'efforce à le détruire. Si Marcel Broutars a marqué l'histoire de l'art du XXe siècle, c'est avant tout pour avoir créé plus qu'un concept, ce corpus d'œuvres qui s'appelle Musée d'art moderne, département des Aigles. Cette initiative est une véritable parodie des institutions et apparaît comme un dispositif critique envers le mode de fonctionnement, non seulement des musées, mais du monde de l'art de son ensemble. Marcel Broutars réfléchit au rapport qu'entretiennent les arts plastiques et les institutions muséales. Il interroge également la valeur marchande que l'on prête aux œuvres et le consumérisme ambiant transformant l'art, et on l'a déjà dit, en simple marchandise ou bien de consommation. C'est dans ce contexte qu'il a écrit plusieurs lettres, dont celle-ci, qui s'appelle « Chers amis », donc Musée d'art moderne, où il s'autoproclame en plus directeur et conservateur, vous l'avez compris, d'un musée totalement fictif. Il examine la valeur de l'œuvre et son lien aux institutions muséales. Il s'interroge aussi, c'est un point très important dont on n'a pas parlé, sur la reproduction en série des œuvres d'art et fait suite ainsi au texte de Walter Benjamin qui a analysé le rapport existant entre l'original et les copies et la déperdition de l'aura de l'œuvre unique dans le fameux texte L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. So finally we are going to Louise Lullard, small scale photography. Why picture now? I think it's a really important question, but it's also a key work at the exhibition. You have it for 25 years, this work, and then it was nothing, nobody knows about it, but at her last retrospective at the MoMA, Louise Lullard used it as the title of the exhibition. So it's led me to the last question about the future of images in your collection. Okay. What do you think about it? C'est vrai que j'ai par chance découvert cette œuvre très tôt,
J'étais un jour à New York, chez Metro Pictures, en train de chercher des tableaux, et puis enfin, elle n'était même pas encadrée, puis je vois cette photo, et je dis à la directrice de la galerie, mais c'est quoi ça? Elle me dit, non, mais laisse tomber, on n'arrive pas à la vendre. Alors je dis, ok, mais c'est quoi? Elle me dit, écoute, c'est la première œuvre, ou une de ses premières œuvres, et j'ai été très interpellé tout de suite par cette question. Et donc, Louise Loller, il faut que vous sachiez qu'en 1978, avait déjà déclaré une peinture déplacée de l'espace et de l'époque pour lesquelles elle a été créée n'a plus les mêmes références, les mêmes fonctions. Depuis la fin des années 70, Louise Loller questionne la relation entre l'œuvre d'art, son lieu d'exposition, le processus de création, et met en lumière aussi les processus de présentation des œuvres d'art, leur circulation et comment elles sont perçues par le spectateur. En effet, j'ai toujours considéré Louise Loller comme une artiste majeure. Elle occupe une place très importante dans ma collection. Elle est connue pour ses photographies d'œuvres d'art, je l'ai dit, dans différents contextes, chez le collectionneur, dans la galerie, au musée, et ça finit toujours par atterrir, vous le savez, dans les maisons de vente aux enchères. Why Pictures Now, c'est donc une de ses premières photos, dont j'ai fait très tôt l'acquisition. Effectivement, elle est passée inaperçue, mais pour moi, elle m'a aidé à construire une grande partie de ma collection, et elle ouvrait d'ailleurs le premier chapitre, comme vous l'avez vu, du catalogue. Elle est devenue aujourd'hui assez emblématique dans son œuvre, car, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas une coïncidence, lorsqu'elle a eu sa rétrospective au MoMA en 2017, c'était le titre de la rétrospective. Elle pose la question fondamentale pour un artiste aujourd'hui de la nécessité de produire encore et encore dans un monde des images, dans un monde déjà hyper saturé d'images. Et je voudrais conclure en disant qu'en réponse à la prolifération d'éléments visuels propres au XXe siècle, je préfère, vous l'avez compris, choisir d'invoquer l'absence d'image, son effacement, ses détournements, interroger le statut de l'image au seuil peut-être de son extinction, comme l'a évoqué Jean Baudrillard dans l'un des derniers textes qu'il a écrit avant sa mort en 2007, « Pourquoi tout n'a-t-il pas disparu ?» M'interroger aussi sur des pratiques qui tendent vers un art immatériel, comme celle de Tino Sehgal, et quel que soit leur degré de matérialité, de la matérialité de l'œuvre, m'orienter non pas vers des images à voir, mais des images à penser. Et on en revient donc à des images lucioles, comme l'avait dit Georges Didier Huberman. Et enfin, alors un peu déconnecté de tout ce que je viens de dire, parce que bizarrement je vais parler de Ben. Ben n'est peut-être pas considéré comme un artiste important, et pourtant cette photographie que j'accroche toujours à côté de celle de Louise Loller est un autoportrait de lui avec beaucoup d'autodérision. Comme vous le voyez, il tient cette pancarte, encore une photo d'inutile. Je voudrais finir avec cette déclaration de Jean-Luc Godard, certes très souvent citée, mais qui résume bien le sens de notre propos de ce soir. Que veut l'art? Tout. Que peut l'art? Rien. Que fait l'art? Je vais rajouter peut-être quelque chose. Voilà, je vous en remercie. Je vous passe les explications des trois petites photos en bas. À gauche, vous avez compris. Au milieu, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, puisqu'on a réussi à signer un partenariat très important entre les musées du roi de Sa Majesté Mohamed VI et les musées en Israël. Et puis, je discutais avec Jean-Jacques Pirin, il me disait il y a 2 semaines, il faut voter Philippe, il faut voter. Ben oui, je vais aller voter, mais à ma manière. Voilà, c'est un dessin de David Schwegler. Bravo, bravo.